Pour moi, quelqu'un qui rejette l'argent, c'est quelqu'un qui rejette son corps. Quelqu'un qui rejette l'argent, c'est quelqu'un qui rejette ses propres émotions. Celui qui a des problèmes avec l'argent, c'est quelqu'un qui a un problème avec, avec le domaine émotionnel de sa vie. Parce que comment tu vas rejeter l'eau? Tu en as besoin pour boire, tu en as besoin pour te laver, tu en as besoin pour laver ton cuir. Comment tu vas rejeter l'eau? L'eau qui te purifie, l'eau qui te nettoie, l'eau qui te nourrit, l'eau qui abrège tant de choses dans ta vie. Donc tu ne peux pas rejeter l'eau. Donc la personne qui rejette l'argent, c'est quelqu'un qui rejette l'eau dans son corps. Les gens qui ont des trop gros problèmes émotionnels, ils sont en décalage. Et justement, comme moi j'étais en train de parler de l'argent dans cet événement-là, j'expliquais quelque chose qui est très important. Que je vais vous expliquer quand même parce que je trouve ça... comment sortir de ces dettes, c'est compliqué. Moi, j'ai été une personne qui a été très endettée. Hein. J'ai eu 4 KO financiers. Je vais te dire quelque chose. Il m'a fallu peut-être les 4 KO pour comprendre que la dette, honnêtement, elle est émotionnelle. Quand tu apportes un déséquilibre dans ton rapport avec les autres, quand tu te sous-estimes et que tu acceptes des conditions et des situations où tu es dévalorisé, tu te mets en état de dette. Au-delà de la dimension occulte qui fait que tu peux tomber sur quelqu'un qui peut venir te transférer des karmas en te nourrissant, en te donnant de l'argent ou autre chose, ça c'est autre chose. Mais de manière générale en fait, quand on va chercher les personnes qui ont des dettes, ce sont des personnes qui sont dans une survie qui est incroyable. État de survie incroyable. C'est-à-dire que vibratoirement parlant, tu vibres dans la survie sur tous les niveaux. Tu es dans la dette que tu vis et que tu expérimentes n'est que le reflet en fait d'un déséquilibre entre le donner et le recevoir. Et tu dois être certainement quelqu'un qui se sacrifie facilement pour les autres. Tu dois être certainement quelqu'un qui se fait passer en dernier, qui privilégie toujours les autres, qui met toujours les autres au-dessus, qui met les gens, qui place les gens sur un piédestal. Il y a pas, c'est ce type de profil qui attire les dettes. Quand tu as une profonde blessure du narcissisme, une profonde blessure, soit du narcissisme, soit une blessure de honte, soit tout ce qui est lié à l'humiliation, tu ne peux que attirer ce genre de situation. Parce que finalement, ça vient te montrer comment tu es en décalage avec la vie et comment tu manques de vitalité, comment tu es étouffé et comment tu es en survie. Quelqu'un qui est en survie, il est en dette. Il est en dette vitale. Tu survis, mon ami. C'est-à-dire que la respiration de demain, là, c'est aujourd'hui que tu l'utilises. Ensuite, il y a d'autres aspects. Ça peut être des loyautés inconscientes, ça peut être de l'auto-sabotage financier parce que la lignée maternelle ou la lignée effectivement paternelle, en fait, c'est exactement ça, princesse, j'ai trop donné jusqu'à m'oublier. Je sais de quoi. Je suis quelqu'un qui a eu trop de dettes dans sa vie. Donc, j'ai eu le temps de traiter le sujet de la dette et de comprendre ces mécanismes. Et comment finalement le schéma, il se répète. Donc, je sais de quoi de quoi il en ressort. Et je peux te dire que il faut changer ton regard sur toi-même, premièrement. Il faut revenir à toi. Et très souvent, ces gens-là sont anesthésiés. Ils ne ressentent plus leurs émotions. Donc, comme ils ne ressentent plus leurs émotions, ils n'ont pas les bonnes impulsions pour prendre les bonnes décisions. Ton système de confiance, c'est-à-dire que ton système émotionnel est complètement déstabilisé. Et à partir de là, en fait, tu ne sais plus où tu dois faire confiance. Tu n'as plus une guidance profonde, en fait. Puisque ton système émotionnel est complètement affecté. À force d'un excès d'utilisation, à force d'avoir donné plus que tu n'en as reçu, tu te retrouves toi-même dans une forme de sciure où tu n'arrives pas à faire plus, tu ne peux pas faire plus. Et ce qui se passe, c'est que tu es complètement déréglé émotionnellement. Donc, quand tu dois prendre des décisions, tu n'as plus... Là où ton système émotionnel doit te dire c'est une bonne chose, en t'envoyant des émotions de paix, tu ne ressens plus la paix, tu ne ressens plus la colère, tu ne ressens plus rien. Quelqu'un qui est en état d'apathie ne peut que provoquer aussi des dettes dans sa vie. Parce qu'il va prendre des mauvaises décisions financières. Il n'est pas réveillé à la guidance de son corps. Quand c'est la lignée familiale, princesse, bonsoir, bonsoir. Nelly, mon mari m'a emmené dans un château au nord de Luxembourg. C'était sans argent, impossible. Je suis tellement en mode survie, j'ai le système nerveux qui va exploser. Je vous ai déjà expliqué. On tapote ici. Voilà, au centre de la tête. Ok?
Je vous ai dit, vous inspirez, vous expirez. Vous tapotez cette zone. Vous tapotez ici. Vous tapotez ici. Vous tapotez ici, là. Ici. 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 Vous pouvez retrouver ça sur Internet. Vous tapotez là, là, dans le creux de la clavicule. Et vous pouvez tapoter ici. Et vous tapotez ici. Je suis en sécurité. Je suis en paix dans mon corps. Mon corps est en paix sur la terre. Tout ce que vous voulez faire, d'un point de vue matériel, dépend principalement de votre sensation de sécurité dans le corps. Si tu ne te sens pas en sécurité dans ton corps, tu n'attires pas. Si ton corps ne se sent pas en sécurité sur la terre, il ne s'ancre pas. Et pour que tu puisses vraiment réaliser ton abondance matérielle, il est important en fait que tu refasses ce triangle. Je suis en sécurité avec moi-même, mon corps est en sécurité sur la terre, par conséquent, je suis apte et je me sens en sécurité de recevoir. J'ai de la tachycardie. Je t'ai dit. Ça s'appelle comment ce que tu viens de faire? C'est du tap-in, c'est de l'EFT. Donc, The Moon, si tu as la tachycardie, chose que j'ai eue à une période, je me rappelle, lorsque j'ai eu mon deuxième échec financier. Merci Sab, bonne soirée à toi aussi. EFT. Ramène-toi dans ton corps. Vous savez, là, j'ai créé une huile d'attraction. Je suis très fier. Là, je suis en train de la tester. Vous savez qu'il y a des émotions. Il y a une expérience que j'ai vécue en 2018 que j'avais complètement oubliée. Quand j'étais en pleine méditation tout à l'heure, ça m'est venu à l'esprit. Et en fait, j'ai compris que mon huile, ce qu'elle fait, c'est qu'elle nettoie dans mon champ électromagnétique toutes les choses en fait qui n'ont pas été résolues et que j'avais complètement occultées parce que j'estimais que c'était rien. En fait, il y a des résidus. En fait, elle libère les résidus qui n'ont pas été réglés. Et je vais vous dire quelque chose. Parfois, vous avez vécu des choses qui ne vous paraissent même pas impressionnantes. Parce que vous avez déjà tellement vécu des trucs douloureux dans votre vie que ça vous paraît rien, ce que vous avez vécu. Et pourtant, c'est la clé. C'est la clé parce que c'est ce point-là en question qui bloque tout le reste. Ok? Donc, vous devez vraiment prendre le temps de vous reconnecter à votre corps. Parce que le corps va vous indiquer sa guidance. Par exemple, quand j'ai voulu... Là, je suis sur un truc que je voulais manifester. Bonsoir, jeune fille douée d'intelligence. Actuellement, je fais de la... Merci. On va parler de la... Non, c'est les points. De quoi c'est les points? Je faisais, en gros, la guidance du corps. Quand j'ai passé mon huile, toutes ces choses-là, j'ai fait mon protocole de manifestation que je vous avais parlé. Après, j'ai dit à mon corps, par quel moyen, par quel organe, en fait, par quelle zone tu vas me donner ce que je veux. Et en fait, on me parlait du ventre. Et au niveau du ventre, je me suis dit, mais ok, qu'est-ce qui bloque au niveau du ventre? Et ce qui s'est passé, c'est que là, en fait, je me suis ouverte à la guidance et je me demandais qu'est-ce qui me bloque au niveau du ventre. Et j'ai repensé à ma grossesse. Parce que j'ai jamais pris le temps vraiment d'aller guérir ce qui s'était passé au cours de ma grossesse et de surtout guérir mon rapport en fait à la création. Et donc c'est là que j'ai commencé à établir une guidance. J'ai utilisé mon système Atum et j'ai demandé du coup qu'est-ce que je dois comprendre. Alors écoutez bien pour les femmes qui ont eu à vivre des expériences très chaotiques durant la grossesse. Quand vous êtes enceinte, vous êtes clairement en train de manifester un principe qui est la création. Et si vous êtes dans des circonstances ou dans des conditions où on s'en prend à vous durant une grossesse, où vous vivez mal cette grossesse-là, non seulement vous gardez des mémoires qui sont liées à la grossesse, mais votre système intègre l'idée que la création est quelque chose de dangereux. Parce que c'est quelque chose qui a été attaqué quand vous étiez enceinte et c'est quelque chose qui vous a quelque part mis en danger. Donc si par exemple vous avez quelqu'un qui vous a abandonné, du coup si vous avez vécu de la malveillance ou vous avez vécu des choses qui étaient très délicates durant votre grossesse, votre corps, votre ventre va imprégner l'idée en fait que la grossesse, la fertilité, la créativité, la création elle-même est quelque chose qui vous met en danger. J'ai été harcelé par une femme pendant voilà, tu vois. Donc du coup,
Si je vérifie l'accueil avec mon pendule et que je demande est-ce que cette mémoire est quelque chose qui aujourd'hui influence son abondance, son rapport à l'abondance, on me dit que oui. Donc tu vois, quand j'ai compris ça, comme je vous ai dit, quand j'ai dit à mon corps quel est le point, quel est l'organe, parce que vous savez que nous avons des organes qui sont des portails énergétiques et qui permettent en fait à l'énergie de venir et de se transférer dans la matière, de transmuter dans la matière. Et le ventre est une zone qui est remplie finalement. Premièrement, l'utérus est un portail, mais en dehors de ça, c'est une zone qui est remplie de capteurs et qui est votre deuxième cerveau. C'est là où vous recevez également de l'énergie. Donc du coup, quand j'ai reçu le ventre, je me suis dit l'utérus, j'ai dit non. On me dit non, c'est pas l'utérus, c'est mon ventre dans sa globalité. Et certains projets étaient amenés à être complètement détruits ou s'auto-saboter parce que exprimer ma créativité, user de la création, c'était quelque chose qui était perçu comme dangereux par mon système en fait nerveux. Oui, ça laisse des traces, Ikagai. Parce que tu dois comprendre que ton subconscient n'enregistre pas 50 000 informations. Il enregistre en fait les informations comme un enfant. Création, créativité, danger. Danger pourquoi? Agression. Danger pourquoi? Menace. Danger pourquoi? Ceci. Donc, chère sœur, vous devez faire un travail de libération émotionnelle si vous avez été mère. Et si vous avez été vous-même des enfants dans le ventre de votre mère, vous devez faire un travail de libération. Vous devez faire en sorte que le rapport à la création, à la créativité, ne soit plus un danger pour vous. En dehors de ça, il y a ce qu'on appelle la conscience collective. Et dans la conscience collective, les femmes qui ont été créatives à un moment de l'histoire ont été également poursuivies. Donc il y a vraiment un rapport à la créativité où aujourd'hui, vous aurez remarqué, les personnes créatives n'osent pas vraiment s'exprimer pleinement. J'ai eu envie de rentrer dès que tu as parlé de la grossesse. Oui, c'est vraiment mon sujet. Même quand la grossesse n'est pas allée jusqu'au bout. Parce que justement, comme la grossesse n'est pas allée jusqu'au bout, moi, en accompagnant des femmes qui étaient enceintes ou qui voulaient tomber enceintes, avec la marque que j'avais, moi, j'ai compris en fait, tout simplement, chaque femme qui a vécu une interruption de grossesse, qu'elle soit volontaire ou involontaire, va garder cette mémoire d'échec à ce niveau-là. Et cette mémoire d'échec va se matérialiser comme des cellules qui vont rester là. J'ai une cliente à moi qui n'arrivait pas à tomber enceinte et chaque fois qu'elle tombait enceinte, elle faisait une fausse couche. Elle a fait l'équivalent de 8 fausses couches jusqu'à ce qu'elle fasse des perles. Elle utilise des perles, toutes ces choses-là. Et ensuite, elle a pu tomber enceinte directement après l'utilisation des perles. C'est pas tant les perles qui sont le plus important, c'est de comprendre que votre ventre nécessite une purification régulière. Coucou Nosan, ça fait longtemps. Hein? Votre ventre nécessite une purification régulière. Vous devez comprendre que si nos parents, nos ancêtres passaient leur temps à se purger, c'est parce que le ventre n'est pas une zone avec laquelle on rigole. Dans le ventre, nous trouvons quand même 2 gros points. Nous avons le chakra sacré et nous avons le plexus solaire. Votre capacité à faire dépend de votre plexus solaire. Sauf que le plexus solaire se nourrit des informations qui sont dans votre ventre. Dans votre ventre, les émotions qui vont être enquistées dans votre ventre vont avoir comme particularité comparée aux autres émotions, ils vont se manifester automatiquement dans votre réalité. Le ventre est le portail par lequel nous donnons vie, que nous soyons un homme ou une femme. Donc il est important de stimuler votre ventre, régulièrement de faire des purges, des nettoyages du côlon. Vous pouvez aussi faire des purges avec de l'huile de ricin à boire. Un jour, vous faites en sorte de faire une descente alimentaire, mais votre ventre, il doit toujours être pur. Parce que les émotions qui sont enquistées dedans se répercuteront dans votre réalité, que vous le vouliez ou non. Donc, dans nos traditions, la femme enceinte doit être dans un climat de paix, refus de tristesse et de pleurs. Effectivement, et c'est pas pour rien. Donc, du coup, quand moi j'ai remonté à ce que j'ai vécu durant la grossesse, j'ai compris pourquoi mon système nerveux, il pouvait s'emballer à l'idée de sortir des choses créatives. Ça veut dire que il y a des gens qui vont voir sur Internet que je suis super créative, nanana.
Mais en fait, il y a plein d'autres idées que j'ai eues et que je n'ai jamais osé sortir parce que je me sentais en danger, en fait, à l'idée de le faire. Et j'arrivais pas à comprendre d'où ça venait. Et c'est fou parce que en faisant ça, en commençant à travailler sur mon rapport au ventre, j'ai eu 2-3 tensions bien fortes avec ma fille. Et je me suis dit, mais c'est trop bizarre. Pourquoi, genre, maintenant, là, tout de suite, il y a ces tensions-là? Et ça m'a poussé, en fait, à repartir au moment où je la portais dans mon ventre. À un moment donné, il faut savoir que j'ai tellement eu des épreuves et des douleurs durant cette période-là que je me suis empêché et que j'ai arrêté de me nourrir. Donc, j'ai décidé de ne plus manger parce que je me dis que je n'ai pas le courage, moi, de partir avorter. Donc, comme je n'ai pas le courage d'avorter, je vais tout simplement interrompre mon rapport à la nourriture. Je vais me mettre en état tellement de survie que cet enfant va sortir de lui-même parce que finalement, ça me cause plus de détresse et de désarroi qu'autre chose. Et je n'arrivais pas à comprendre pourquoi je trouvais chez ma fille une blessure de rejet qui était quand même assez importante. Et je me disais, mais j'ai beau faire des soins, j'ai beau nettoyer, je sais pas, il y a cette trace-là, elle est imprégnée dans son énergie. Je ne comprends pas pourquoi elle a ce truc avec le rejet. Et que ça n'est pas choquant pour elle d'être rejetée. Et c'est aujourd'hui, en fait, que quand j'ai fait c'était hier, pardon, que quand j'ai fait cette analyse au niveau de mon ventre, que j'ai dit, mais bien sûr, c'est parce qu'en réalité, c'est ce qui a été vécu quand elle était dans mon ventre. C'est comme ça que j'ai vécu la chose. J'ai rejeté la grossesse, j'ai rejeté l'expérience, j'ai rejeté mon corps, j'ai rejeté en fait ma propre personne, j'ai rejeté la vie elle-même. Et quand la vie était en train de s'exprimer, j'ai dit à la vie, non, stop, je ne veux plus que tu t'exprimes. Et ça, en fait, aujourd'hui, j'en ai vu les répercussions dans mes activités parce que quand je suis quelque chose de logique, ça va. Et quand je veux suivre quelque chose de fou, j'ai de la peur. Chose que je ne devrais pas avoir. Et je dois toujours me rassurer pour faire des choses qui sortent de l'ordinaire parce que, en fait, j'ai l'impression que je me jette moi-même du haut d'une falaise et que je me force à le faire parce qu'il y a ce côté très hésitant. Mais en même temps, il y a ce côté où je me dis, vas-y, fais-le parce que si tu as peur, c'est que tu dois le faire. Mais pourquoi avoir besoin de m'imposer une pression pour recevoir? C'est quoi cette croyance? Et c'est pour ça que je vous dis, si vous avez été dans cette situation, nous avons la responsabilité en tant que mère de libérer en fait les mémoires qui sont dans notre ventre. Parce que jusqu'à un certain âge, vos enfants, ils sont sous votre influence vibratoire. Et je n'arrivais pas à comprendre d'où venait cette blessure. Cette blessure, elle était dans mon nombril tout simplement. Elle est ce que je transmettais dans le cordon. Vous avez le cordon ombilical que nous coupons, mais nous avons un cordon ombilical spirituel qui est là jusqu'à ce que l'enfant soit en mesure de se nourrir sur tous les plans tout seul. Se nourrir physiquement, se nourrir émotionnellement, se nourrir spirituellement, se nourrir vibratoirement et ainsi de suite. Mais pendant ce temps-là, quand il n'est pas encore en mesure de le faire, nous avons la responsabilité de le faire. Et donc du coup, la colère, parce que je disais, mais pourquoi elle est en colère comme ça? Vous savez que 13 ans, c'est un moment où l'âme rentre pleinement dans le corps. Et moi, je me disais, mais pourquoi elle est en colère comme ça? Genre, je sentais qu'il y avait comme une fracture qui se mettait en place. Et en tant que parent, je savais pas, honnêtement, je me sentais impuissante. Je me disais, mais je comprends rien à ce qui se passe. Genre, j'ai fait tout ce que j'estimais être juste à faire, mais qu'est-ce qui ne va pas? Et en fait, cette fracture, c'est comme si, je sais pas ce qui se passe à 13 ans, mais de ce que j'ai capté, de ce que j'ai observé, c'est comme si c'est l'âme qui rentre pleinement dans le corps. En tout cas, il y a une opportunité pour que l'âme rentre dans le corps. Et tout ce qui n'a pas été quelque part libéré et guéri va remonter à la surface. Et je pense que c'est ce que nous appelons une crise d'adolescence ou autre chose. Parce que quand ça a commencé, je me suis dit, je sais pas, c'est bizarre. J'ai l'impression qu'elle me voit comme son ennemi. Je comprends pas pourquoi il est tout le temps en colère comme ça. Et il n'y avait aucune raison. Donc en fait, tout ce que je pouvais dire, ça l'énervait. Et je me suis dit, déjà, je vous le dis, aujourd'hui, je suis même allé voir une psychologue avec elle parce que je me suis dit, j'ai pas les réponses à tout. J'ai pas les réponses à tout.
Et peut-être que j'ai besoin moi aussi d'être aidé et peut-être que je dois accepter ma part de vulnérabilité dans ce qui s'est passé. Et bah, figurez-vous que quand j'étais en train de parler, elle a 12 ans, elle va avoir 13 ans vendredi. Et bah, je me remémorais en fait la grossesse. Et en gros, ces blessures vécues les blessures que j'ai vécues durant la grossesse, je n'ai jamais eu le temps de les évacuer. Et je pense que nous devons toutes faire ce travail-là, surtout les femmes, parce que l'autonomie financière chez nous passe vraiment par le ventre. L'autonomie financière des hommes passe par les mains, passe par leur mental, passe par beaucoup de choses. La structure, la société est faite pour qu'ils puissent atteindre les choses en respectant leur mécanisme originel. Mais nous, en tant que femmes, ce n'est pas notre structure d'être masculine. Ce n'est pas notre structure d'être dans l'expression de la force. Notre structure consiste à revenir à l'intérieur de nous. Et revenir à l'intérieur de soi, nous pouvons avoir des zones qui sont tout simplement gelées. Vous pouvez avoir votre ventre qui est gelé. Vous avez constaté que nos mères, même en prenant de l'âge, elles commencent à développer des ventres alors que techniquement elles ne devraient même pas en avoir. Tu as des personnes qui ne mangent pas spécialement, qui n'ont pas spécialement une mauvaise alimentation ou autre chose, mais elles ont des ventres qui sont remplis de kystes émotionnels. Quand tu appuies le ventre est lourd, le ventre est dur, la peau s'est complètement fermée. En fait, le corps est devenu tout simplement un outil de protection contre le monde extérieur. Et nous ne devons pas attendre que ces situations en fait viennent jusqu'à toucher nos enfants pour qu'on s'en rende compte. Donc moi, quand j'ai eu dans ce moment, en fait, j'ai fait le lien avec mon huile d'attraction parce que je me suis passé l'huile, j'ai fait les méditations et on dirait que le fait d'avoir fait ça, ça a créé encore plus de carnage dans la maison. Je me suis dit mais waouh, mais qu'est-ce qui se passe? Et en fait, c'est ce qui devait remonter. Et dans la conversation que j'ai eue, si ça peut aider certaines personnes d'entre vous, bah en fait, elle était en train de me dire oui. La confiance est dans les deux sens parce que bon, moi je la laisse exprimer. Elle m'a écrit une lettre dans laquelle elle m'exprimait que la confiance était dans les deux sens et parce que moi en fait j'avais décidé de fermer ces réseaux, toutes ces choses-là. Bref, en fait maintenant moi j'étais là entre deux mécanismes. Le mécanisme de l'enfant qui a été la fille de sa mère en mode mais je peux te défoncer et tu vas vraiment rien dire. Et il y avait le mécanisme de qu'est-ce que j'ai envie de donner en fait. Est-ce que j'ai pas envie de faire différemment? Et je vous assure que c'est compliqué. Vous savez, c'est ce que je disais à la psychologue aujourd'hui. Je lui ai dit, quand on a été bastonné toute sa vie pour un rien, pour un oui et pour un rien, en fait, arrivé à un moment donné, quand on rentre en pilote automatique, on ne sait pas faire autre chose que de taper. Et je lui ai dit, moi, quand ça explose dans ma tête, la seule chose que j'ai envie de lui faire, c'est de lui mettre un point. Je sais pas. Et je dois me contenir vraiment. Donc, je sens que je me bats contre une part de moi. Et cette part, en fait, c'est la part de la blessure. Et ça, je vous en parle. Je comptais en faire une vidéo, mais si j'en parle maintenant, peut-être que ça va aider quelqu'un. Nous devons nous libérer des mémoires que nous avons absorbées dans le ventre de nos mères. Des mémoires qui sont prénatales. Ensuite, nous devons libérer les mémoires que nous avons données et portées dans notre ventre durant la grossesse. Parce que l'enfant, il a tout capté. Et à partir de là, je vous assure que vous allez sentir comme un apaisement, un calme qui va revenir. Et c'est exactement ce qui s'est passé. Donc moi, j'ai fait le nécessaire parce que je trouve que c'est important. Pour moi, je trouve que c'est important de donner toutes les opportunités à nos enfants. Donc j'ai pris le rendez-vous avec une dame là qui est une psychologue, qui est une femme noire, parce que je pense que les personnes de notre communauté, en tout cas qui nous ressemblent, si par exemple quelqu'un est noir et si quelqu'un est indien, s'il peut trouver un psychologue indien, je lui conseillerais. Parce qu'on a besoin d'avoir des personnes en nous qui peuvent comprendre les dynamiques dans lesquelles nous avons évolué. Et du coup, moi, je lui ai expliqué, j'ai dit... j'ai pu en gros m'exprimer et sortir justement ces mémoires où je me suis senti rejetée. En fait, le rejet que je lui ai transmis quand j'étais enceinte d'elle, c'est le rejet que je vivais moi-même. C'est-à-dire que comme j'étais rejetée, bah moi-même maintenant je rejetais cette grossesse en disant c'est le diable. En fait là, je suis en train de me détruire.
j'ai pris la mauvaise décision. Et c'était tout simplement parce que je recevais, je transférais. Je recevais, je transférais. Et nous devons normaliser le fait de ne pas avoir besoin d'être constamment forte. Moi, là maintenant, avec le recul, le fait d'être partie à ce rendez-vous, avec le recul, je me dis que c'était très choquant ce que j'avais vécu durant la grossesse parce que n'oublions pas que j'étais finalement une enfant qui donnait vie à un autre enfant. Et je pense que j'ai eu du mal à accepter de me le dire et de me dire que j'avais besoin d'aide et que j'avais pas à être traitée comme si j'étais une prisonnière de guerre et que j'étais tout ce qu'il y avait de plus mauvais. Et ensuite, il y a eu des paroles qui ont été très douloureuses, telles que oui, c'est le diable qui t'a donné cet enfant, c'est une bête qui est dans ton ventre, t'es venu pour nous détruire notre famille. C'était violent. En fait, moi, je me rendais pas compte de la violence jusque-là, mais c'est quand j'ai commencé à faire ce travail sur moi-même, là, genre il y a 2 jours que j'ai commencé à regarder et analyser les émotions qui ont été vécues au cours de ma grossesse, que je me suis dit, mais c'est une folie en fait. C'était de trop. C'était trop fort, c'était trop douloureux. Et en fait, la seule chose que j'ai fait, c'est que j'ai eu honte à ce moment-là de porter la vie. J'ai eu honte d'être une future mère. J'ai eu honte en fait d'être dans ces conditions-là. Et c'est justement la raison pour laquelle même j'avais quitté l'Île-de-France, parce que j'avais honte de ça, de cette expérience. Sauf que l'inconscient, il ne cherche pas à savoir si j'étais jeune ou pas. Ton subconscient, il ne raisonne pas. Ça veut dire qu'il ne se dit pas, c'est normal qu'elle a eu honte parce qu'elle avait 17 ans quand elle a accouché. Le subconscient, il raisonne pas, en fait. Le subconscient, il a tout simplement marqué dans son esprit fertilité, honte. Créativité, honte. Création, honte. Et c'était tellement douloureux, cette expérience, qu'après, j'ai fait un pacte avec mon corps dans lequel j'ai dit, je ne veux plus jamais tomber enceinte. Vraiment. Et c'est quelque chose de grave parce que je me rappelle que mon corps, en fait, dans le retour de couche, je suis tombée enceinte et l'enfant, il est sorti. Tellement mon corps, là maintenant, je le comprends mieux. Et j'ai fait une autre fausse couche l'année dernière. Bon, avec tout ce que je vivais sur les réseaux sociaux, je pense que ça a participé. Mais j'ai fait une fausse couche l'année dernière, au mois de juillet, dans tout ce que j'étais en train d'expérimenter. Et je pense que c'est parce que j'avais conditionné mon corps à ne plus jamais revivre une grossesse. Parce que j'avais considéré que c'était quelque chose qui était extrêmement dangereux pour moi. Et qu'il fallait absolument pas que je revive les émotions que j'ai vécues. Et encore une fois, comme je vous ai dit, votre subconscient, la grossesse, la fertilité, la créativité et ce qui vous permet de créer des projets, c'est la même énergie. C'est la création, c'est la vie. Donc quand votre esprit associe la vie comme étant un danger, c'est qu'il va se maintenir dans la survie comme étant sa zone de confort. Alors il est important pour vous de prendre conscience de ça et de vous reprogrammer, de revenir dans votre corps et d'habiter votre ventre. Oui, je ne l'ai jamais dit sur les réseaux sociaux, mais l'année dernière, avec tous les drames qui se passaient sur les réseaux, j'ai été harcelée, j'ai vécu tout ce que j'ai vécu. Et ensuite, j'ai su que j'étais enceinte. Et j'étais tombée sur un live encore sur moi. Et il n'y avait pas que ça, bien évidemment. Et puis après, je me suis réveillée 2 jours après et j'ai commencé à saigner. Et je savais que c'était sorti. Donc voilà. Mais aujourd'hui, je peux en parler parce que je pense que c'est bon, c'est derrière moi. Mais prenez le temps d'habiter votre ventre. C'est ce que j'ai compris en tout cas de ces 2 derniers jours. Finalement, notre rapport à la vie, on peut considérer la vie comme étant un danger. C'est ce que j'ai compris. Coucou Jode. On peut considérer la vie comme étant un danger. Et il ne faut pas que vous arriviez à un stade où votre corps rejette tout ce qui est vivant pour que vous puissiez vous rendre compte que vous êtes en train d'haïr la vie sans vous en rendre compte parce qu'on vous a dit que c'était honteux de vivre. Et ça, comme je vous ai dit, si vous avez vécu dans le ventre de votre mère et qu'elle vivait des humiliations, ça peut vous avoir poussé tout au long de votre vie à vous être remis en question sur l'importance de votre existence sur la Terre,
sur l'importance de votre présence sur Terre. Vous pouvez vous poser ces questions-là. Donc, il faut vraiment faire ce travail. Très ému en t'écoutant, princesse. Tu connais mon histoire, contente d'avoir transcendé. Oui, merci. Je ne savais pas que j'allais partager ça, mais c'est sorti tout seul. Donc, bon. Comment on peut savoir si on a des traumas et comment les identifier? Je pense que si tu es là, c'est peut-être pas pour rien. Il n'y a pas de hasard. C'était pas prévu que je fasse un live. Ça me demande de me mettre à nu, chose que j'ai quand même encore assez de mal. Mais je me dis que c'est important parce que il y a tellement de choses, qu'on porte constamment et on se dit, on ne se rend pas, on se rend pas vraiment compte des charges qu'on porte sur le dos. Et je pense que les femmes, elles ont besoin de l'entendre et de se dire que faut lâcher prise en fait. Il y a des trucs qui sont durs à vivre et il faut pas prendre l'habitude de normaliser et de dire non mais c'est pas si grave que ça, mais c'est bon, il y a pire que ça dans la vie. Non en fait, c'est des traces qui restent dans votre corps. C'est des traces en fait qui restent sur vous. Vous vous en remettez pas tout de suite en fait. C'est-à-dire que ça reste dans votre corps en fait. Je suis enceinte? Non, je suis pas enceinte. Je suis vraiment en période menstruelle, donc je suis vraiment pas enceinte. Moi, je suis dans la période de la pleine lune, donc j'ai mes règles en période de pleine lune. Là, je suis sous règles, donc ouais. Donc c'est ça. Ce que vous vivez, ça laisse une trace. Il y a ce qu'on appelle un corps de mémoire. Donc voilà, t'as juste repris ton pouvoir sur la vie, c'est ça. Et du coup, dites-vous que ça résonne tellement avec ta guidance de Ask Me. Ah ouais? Une âme qui parle à une autre âme. Mais c'est vraiment ça. En fait, nos enfants, c'est vraiment des âmes. Et je pense qu'il faut avoir le détachement, c'est-à-dire que faut sortir de l'émotionnel. Faut sortir de l'émotionnel et surtout se rendre compte de ce que c'est que l'amour inconditionnel véritablement. Et moi, je pense que j'ai compris ça tout à l'heure parce que quand j'ai dit, si par exemple, sa grand-mère ou un tel ne veut pas d'elle parce que son comportement ou parce que quoi que ce soit, en fait, ils ont juste besoin de m'appeler, de dire, viens la chercher. Sauf que moi, en fait, si moi je décide que comme ça ne me convient pas, je n'en veux pas non plus, qu'est-ce qui lui arrive en fait? Et j'ai dit, je choisis de l'aimer même quand ça ne me convient pas. Je choisis de l'aimer même quand je trouve qu'elle me fait chier en fait. Et c'est ok parce qu'au final, nos enfants, ils sont pas censés être des pâles copies de nous et ils ne sont pas censés être des extensions de nous. C'est des êtres vivants. Et j'écrivais avant qu'on aille au rendez-vous qu'il faut accepter le fait que la version dans laquelle elle était, étant enfant, est morte. Elle est en train de muer. Elle a des petits seins, des petites hanches qui se créent et c'est ok. Maintenant, ce que je suis censé faire, c'est d'accompagner ce processus. La semaine dernière, quand je parlais du coup avec mon compagnon et tout, il m'a appelé, j'étais en train de pleurer. Il m'a dit, mais pourquoi tu pleures? J'ai dit, elle parle avec un garçon. Et lui, il a rigolé. Il m'a dit, mais non, tu dois savoir quelque chose. Et en gros, il a une fille qui a le même âge que Inaya. Et il m'a dit, non, ce que tu dois faire, c'est maintenant, tu dois comprendre que elle peut plus te suivre comme quand elle avait 8 ans, 9 ans. Il faut plutôt maintenant que tu sois dans l'accompagnement. Tu accompagnes cette phase et que tu sois plutôt dans le conseil. Voilà, et que tu lui parles de la vie et que tu la prépares à prendre sa vie en main. Et ça m'a fait bizarre qu'il me dise ça. Je me suis dit, mais ça va pas, mais elle est jeune et tout. Et il me dit, non, c'est pas ça. C'est parce que le fait qu'elle soit réglée, en fait, ça devient une femme. Donc, tu peux plus vraiment... Là, en fait, tu dois l'accompagner à devenir une femme. Et je pense que c'est là où beaucoup de nos parents, finalement, ont échoué. C'est que le processus de la petite fille qui devient la jeune fille, en fait, on l'a pas. C'est-à-dire que nous, on sort du processus de la petite fille et on se retrouve dans un monde où on comprend rien, on comprend pas. Notre corps, on comprend pas, on comprend même pas nos mécanismes. Et on se retrouve à avoir des injonctions. Ne fais pas ci, ne fais pas ça, ne fais pas ceci, ne fais pas cela, ne fais pas cela. Et donc, du coup, dans cette situation, moi, j'ai plus eu de la peur.
Et il m'a fait comprendre que la peur que j'avais, elle était infondée. Parce qu'en fait, je me suis dit, ah, comme moi, je suis tombée enceinte tôt, oulala, là, 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 faudrait pas que ça lui arrive, en fait. Et il me faisait comprendre que c'est pas sa vie. Ma vie, c'est pas la sienne. Donc, il y a même pas à réfléchir à tout ça. Et je pense que accepter de l'aide aussi de la part des autres, ça fait du bien. Vraiment. Se sentir soutenu, ça fait du bien. Tout à l'heure, j'étais en train de faire le Ask Me de quelqu'un et ses guides lui demandaient d'apprendre à demander. Quand je faisais son Ask Me, ça m'apparaît à moi-même. Je pense qu'on ne s'offre pas assez de soutien. Ouais, il y a eu une peur justement, c'est ça. On ne s'offre pas assez de soutien. Quand je regardais les épisodes de The Chi là aux États-Unis, la série, la chose que je remarque, c'est il y a des groupes de soutien pour tout. Groupes de soutien pour parents dont les enfants ceci. Groupe de soutien pour quelqu'un qui a un conjoint qui a le cancer. En fait, il y a des groupes de parole pour tout. Dans toutes les séries, on remarque ça. Et je trouve que nous vivons dans une société en Occident où tout le monde est loin en fait de l'autre, même quand nous sommes proches. En fait, on peut être très accompagné, mais très seul aussi. On peut se sentir très dépassé par les événements. C'est vraiment ça. On peut se sentir très dépassé par les événements. Il y a pas, on a du mal en fait à mettre en place un système de soutien, un support système. Réunir des femmes, comment on s'entraide, pour faire en sorte, en fait, par exemple, que un truc bête, moi, quand j'avais 19 ans, j'avais envie d'ouvrir une micro-crèche. Enfin, un truc bête, non, ça allait pas. J'avais envie d'ouvrir une micro-crèche, et l'idée, c'était de permettre aux femmes de pouvoir faire garder leurs enfants, parce qu'il y avait cette problématique des femmes qui sont seules avec leurs enfants, ou des jeunes mères. Et je me disais, mais si quelqu'un veut travailler, ou si quelqu'un ne serait-ce qu'à besoin de souffler, comment elle fait? Il n'y a pas de solution. Et moi, je voulais créer en fait une micro-crèche où en gros, les mamans en fait pouvaient déposer leurs enfants pour pouvoir respirer. Simplement respirer. Parce que on oublie le fait que nous restons des femmes en fait. Et que parfois, tu as juste besoin de silence. Tu n'as même pas besoin de sortir. Tu as juste besoin d'être dans un espace pendant 24 heures où tu ne penses même pas au fait qu'il faut que tu te réveilles parce que qu'il faut que tu sois en fait en état d'alerte. Parce que c'est différent. Les gens vous diront ce qu'ils veulent, mais même quand tu as un enfant qui peut se prendre en charge tout seul, si tu es une mère qui a une certaine conscience, tu es en état d'alerte. Moi, par exemple, je peux pas être là et je dors dans une paix paisible alors que j'ai mon enfant. Oui, je vais dormir en paix, mais il y a quand même ce truc... il y a quand même ce truc d'alerte. Mais garde-moi et pars 10 ans sans enfant, 10 sans enfant et seul. J'ai pas compris, Harris. Donc, tu vois, il y a quand même ce truc. Et moi, j'ai eu une phase, là, aujourd'hui, ma fille, franchement, Dieu merci, elle est autonome et tout. Mais c'est ça, tu restes en veille. Il n'y a pas ce moment où tu te dis, je décroche complètement. C'est pour ça que moi, je vous dis, n'ayez pas peur, si vous en avez la possibilité, de prendre une nourrice, de la mettre chez vous, qu'elle garde vos enfants, de payer quelqu'un pour que vous puissiez aller ne serait-ce que 24 heures dans un hôtel ou quelque part pour vider votre esprit. Pour vider votre esprit. Moi, je pense qu'il faut... En fait, on devrait avoir des supports systèmes. Il y en a pas. En Afrique, quand tu accouches comme ça ou quand tu es dans le ménage... Tu peux trouver facilement quelqu'un qui va venir ou autre chose. Mais les gens qui sont nés en Occident ou grandis en Occident, mais quand tu vois certains problèmes sur la toile, je comprends que c'est un problème de support système. Même étant en couple, c'est pas facile. Le système, la manière dont les gens vivent, très souvent les gens sont salariés. 90% des personnes sont salariées. Donc déjà, le salariat ne te facilite pas les choses. Et en plus de ça, tu vas rajouter la charge mentale ou autre chose. Non. C'est ça. C'est pour ça que je vous dis, il y en a qui sont assis, qui se disent non, qui se posent des questions, qui se disent ouais, qu'est-ce que je peux créer? Mais créer des trucs comme ça. Si quelqu'un aujourd'hui pouvait prendre faire des gardes de week-end là, vous voyez,
un environnement dans lequel tu es là comme une crèche familiale où tu déposes ton enfant. Parce qu'on n'a pas toujours même envie d'envoyer nos enfants dans la famille. C'est pas parce que quelqu'un est de ta famille que tu as envie que ton enfant il aille là-bas. L'environnement, c'est tellement important. C'est pas parce que quelqu'un est de la famille, c'est pas parce que non, c'est ta grand-mère, c'est ton grand-père, c'est ceci. C'est pas parce que quelqu'un est de la famille que tu as forcément envie que ton enfant puisse aller dans cet endroit-là. Donc, il y a beaucoup de personnes qui s'asseyent et qui se demandent, ouais, mais comment, lors de nos échanges, je dis ceci à ma fille à ses 14 ans, tu veux donner raison aux statistiques. Dis bien créer votre village. On te culpabilise quand tu oses aller en vacances sans ton enfant alors qu'aux USA, c'est normal. Mais il faut... En fait, même ne serait-ce que... Moi, je me rappelle que quand j'étais à Nangy, ceux qui me suivaient, j'avais tendance à prendre des enfants et à les ramener faire des activités. On partait en forêt. Je me rappelle qu'il y avait une activité que j'avais fait pour développer leur sens de l'écoute. J'avais bandé les yeux de tous les enfants. Et il y avait que la personne qui devait... il n'y avait qu'une seule personne au milieu qui n'avait pas les yeux bandés et les autres en fait devaient tenter de le trouver seulement en écoutant et la personne du milieu devait parler, devait chanter, devait faire du bruit et les autres en fait devaient tenter de le toucher et il n'avait pas le droit de sortir dans certains cadres. C'est des jeux comme ça en fait. Aujourd'hui les enfants ils sont pleinement sur internet, ils sont tout le temps dans plein de trucs parce que nous n'avons plus le temps. Parce que il y a plus de en fait on sait plus où mettre de la tête. Et après, on donne une responsabilité à l'enfant de se garder lui-même, alors que déjà, soi-même, en tant qu'adulte, parfois même, c'est difficile d'être pour toi, d'être là pour toi-même. Maintenant, tu donnes une responsabilité. Moi, je me rappelle comment ma mère, elle rentrait, parfois, j'avais oublié, en fait, de fermer la porte à clé. Mais quand elle rentrait, faut voir quand même défoncer. Mais pourquoi t'as oublié? La porte, tu l'as pas fermée. Mais en fait, c'était une trop grande responsabilité pour moi à 12 ans de faire ça. En gros, il y a des moments où j'oubliais. Si elle m'appelait pas pour me dire ferme la porte, il y avait des fois où j'oubliais. Et c'est pour ça que moi, je vous dis, en fait, on parentalise trop vite les enfants. Et quand vous regardez la génération des 90, observez bien. Beaucoup de jeunes filles n'ont pas d'enfant intérieur actif. Il n'y a pas le côté, je suis une enfant, je profite de ma vie, je kiffe ma vie. On devient trop sérieux. Et moi, ce que je suis en train de penser et de développer, pour moi, j'ai l'impression qu'il n'y a qu'un enfant qui peut communiquer avec un enfant. Dans le sens que, je pense que ce qui fait que il y a une coupure très importante entre un parent et un enfant, je pense que c'est parce que le parent lui-même, en fait, n'a plus son enfant intérieur. Mais parce que tu n'avais même pas le choix, l'atelier by Colette, Tata Colette. C'est pour ça que je dis que on est obligé de mettre en place des support systèmes. On est obligé de faire ça. Je pense que c'est nécessaire. Des groupes de parole, des moments d'échange. Après, il y a des personnes qui diront, j'ai vu un commentaire je crois que c'est Nuance de Gris, qui a dit, pourquoi en faire 4 alors? Moi je pense Nuance de Gris et je pense comme toi, hein, mais je pense très sincèrement que les gens au départ ils ne se rendent pas compte de ça. On peut poser un jugement facile et dire ouais non mais laisse tomber, c'est quoi ce délire et tout, comment vous vous mettez dans des situations comme ça? Mais je pense que les gens au départ ne se rendent pas compte de ça. Tu sais pourquoi? Parce que c'est même pas qu'une question d'enfant. Je veux dire de manière générale, quand on est dans la vingtaine, on croit qu'on est une énergie qui est exponentielle. On croit, même quand nous on était jeunes, on sait c'est quoi être un enfant. Oui, ça je suis d'accord. Donc, ce que je veux te dire, Nuance de Gris, c'est que les gens, ils surestiment leurs capacités. Il y en a beaucoup, hein, que la seule chose qui leur a permis de se rendre compte de la douleur que ça implique aussi de devoir gérer certaines situations, c'est parce qu'ils ont été confrontés sur le plan professionnel à devoir faire certains choix. Je t'assure que c'est pas une prise de conscience qui arrive pour tout le monde. Il y a des gens, en fait, quand tu es dans la vingtaine, il y en a c'est pour les enfants, mais il y en a d'autres c'est pour autre chose. C'est pour le travail, c'est pour autre chose. Quand tu es dans la vingtaine, tu crois que le monde, il t'appartient. T'as une force
T'as une force, t'as une capacité, là, t'as l'impression que tu peux déplacer tout. Et tu utilises de manière excessive ton énergie parce que c'est comme si on vient de te remettre tout ton argent entre tes mains et on te dit, tu as touché ton héritage. Maintenant, toi, tu sais pas, on t'a pas appris à gérer tes énergies. On t'a pas appris à gérer tes émotions. On t'a pas appris toutes ces choses-là. C'est-à-dire qu'on vient, on te dépose ton héritage entre les mains, on dit fais-en ce que t'en veux. En fonction de tes blessures, en fonction de qui tu es, tu vas pas gérer la chose de la même manière. Moi, j'ai eu des personnes, on est parti au foyer de jeune mère et elles ont quand même, malgré la douleur, malgré la situation merdique et chaotique que nous avons vécue en étant des jeunes mères, elles ont répété le schéma. Pas 2 fois, 3 fois, 4 fois pour certaines. Il y en a même à l'heure où je te parle, tous leurs enfants, ils sont placés à l'âge de... Donc, tu vois, en fait, même moi, en fait, j'avais une vision qui était très dure sur ce genre d'expérience, en disant, ouais, mais ça, c'est un truc de ouf, ça, c'est un truc de ouf. Mais moi, je pense, en fait, que avec le temps, je crois que la plupart des personnes, sachant que ça coûte et engendre. Oui, mais ça, c'est ce que tu te dis, toi, nuance de gris, parce que tu as la capacité de te rendre compte de ça. Il y a une différence entre élever et éduquer. Quand tu envisages d'élever un enfant, tu penses pas à tout ça. Quand tu comprends réellement ce que veut dire éduquer, tu comprends cet aspect-là, en fait. L'éducation coûte cher. Élever ne coûte pas cher. Éduquer coûte cher. Élever ne coûte pas cher. Et quand tu as de l'inconscience et que tu fais tes enfants en étant inconscient, tu penses pas à tout ça. C'est la conscience qui fait que quelqu'un ne se perd pas dans certaines choses. Je te dis la vérité. C'est la conscience. C'est la conscience. Moi, par exemple, comme je t'ai dit, je t'ai donné mon exemple, il était hors de question, après ce que j'ai vécu dans mon esprit, de me dire que je vais retomber enceinte comme ça. Et même quand je pensais à l'idée de retomber enceinte, ça m'avait tellement traumatisé que je me suis dit, je ne pourrai jamais retomber enceinte tant que j'ai pas de stabilité financière à un tel point que j'attends mon enfant. Tu vois? Donc, mais ça, c'est parce que ça m'a vraiment choqué ce que j'ai vécu, en fait. Mais maintenant, tu as des personnes qui sont dans le mécanisme. En gros, c'est ça que je veux te faire comprendre, nuance de gris, c'est que tu as des gens, en fait, qui sont vraiment dans le mécanisme, ils sont dans le cycle. Et ils sont tellement enfouis dans le cycle que tant qu'ils n'auront pas compris la leçon, ils en sortiront pas. Et il y a des gens qui font ça tout au long de leur vie. Merci FD Beauty, ils sont en pilote automatique. Et c'est justement pour ça que de plus en plus, il y a beaucoup de gens en fait qui s'éveillent et qui commencent en fait à ressentir le besoin de transmettre. Il y a beaucoup de transmetteurs. Je vois de plus en plus des personnes qui demandent ouais, quelle est leur mission de vie. Il y a beaucoup de gens qui sont là pour transmettre. Parce que la conscience, premièrement, en fait, il y a aussi le fait que beaucoup de gens font des enfants à cause des carences affectives. Ils se sentent mal, ils font des enfants. Elles sont amoureuses, elles font des enfants. En fait, l'enfant ne fait pas partie d'un projet de vie. Elles font des enfants par biologie, en fait. C'est-à-dire que c'est mécanique. Tu vois? Donc ça, je me rappelle d'une cliente qui m'avait contacté il y a des années sur Jelly. Et elle me dit, oui, j'arrive pas à tomber enceinte, j'arrive pas à tomber enceinte. Et moi, je dis, mais vous voulez tomber enceinte pourquoi? Parce que moi, quand je vous parle, j'ai l'impression que c'est limite une obsession. Elle me dit, oui, non, mais parce que l'autre meuf avec qui mon gars, elle a eu un enfant et depuis, depuis qu'il a eu un enfant avec elle, il me regarde plus, il me calcule plus. Tu vois, t'as plein de gens qui sont dans des cas comme ça. Il y en a aussi, c'est la pression familiale. Donc, il y a tellement de cas de figure, tellement de situations. Et puis, je vais vous dire quelque chose. Quand quelqu'un a démarré un cycle, il ne peut pas sortir de ce cycle tant qu'il ne l'a pas fini. C'est ça. Quand quelqu'un a démarré un cycle, il ne peut plus sortir de ce cycle sans l'avoir fini. Il y a plein de cas de figure comme ça. Où il y a même des hommes qui font des enfants à des femmes en se disant, bah vas-y, je vais la piéger. Après, encore une fois, il est de la responsabilité de la femme de gérer si elle veut ou non devenir mère. Ça, en fait, aucun homme ne peut forcer une femme à devenir mère. Mais encore une fois, il y a des mécanismes, il y a des automatismes. Des automatismes, on pourrait passer notre nuit à condamner les personnes qui ont eu à faire certaines erreurs. Moi, je trouve que
Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui ont pris conscience de certaines choses très tard. Qu'est-ce que tu vas faire? Tu comprends, après avoir eu 3 enfants, que tu aurais pu faire autrement. Qu'est-ce qu'on fait? On va s'arrêter et condamner le fait que tu n'as pas fait qu'il aurait fallu faire autrement, ou on va tout simplement s'asseoir et se dire, ok, comment on trouve des solutions aujourd'hui? Comment on fait aujourd'hui, là, comment tu fais pour sortir de cette situation? Comment tu fais pour améliorer ton cadre de vie? Après, il y en a qui pensent que, les Noirs, c'est ceux qui font les plus d'enfants. Je pense pas. Je pense que je pense que oui, on a une capacité de natalité qui est très, très infinie, mais t'en as partout. C'est comme quand on entend la CAF, on a l'impression que c'est que les Noirs qui font des gosses et qui vont à la CAF. Mais vous êtes des ouf. Vous êtes allés dans le Nord. Vous êtes allés dans le Nord de la France, les amis. Allez dans le Nord de la France, hein. Vous allez comprendre que... excusez-moi, les pays en voie de développement font les plus d'enfants. Mais il faut savoir aussi que c'est culturel, hein, chez les Noirs, de faire des gosses. Il y a le principe de c'est Dieu qui donne. Je le comprends pas toujours, mais la sociologie peut nous expliquer la raison pour laquelle... Parce que si on s'en tient à ce principe, même nous, il y en a beaucoup d'entre nous là qui sont nés de parents qui étaient sans papier. Qu'est-ce que tu t'en vas faire un gosse alors que déjà tu vis dans un squat? Il y a beaucoup qui sont des enfants des papiers là à l'heure actuelle. Il y en a beaucoup qui sont des enfants de je ne quitte pas le territoire. Donc, pour moi, c'est une retranscription. Hein. Il y a beaucoup de gens qui sont venus, je ne sais que vous dire. Les parents, ils se sont dit, comme on dit chez les Camerounais, il faut faire le mouna. Il faut faire le mouna rapidement. Hein? Il faut faire le mouna rapidement parce que c'est la seule chose qui peut faire que tu ne quittes pas le territoire. Donc, tout ça pour vous dire que en démographie, économistes diront ce sont les enfants qui vont aider l'Afrique, mais en Europe, Moutax, faut les pas peur. Moutax, mais vraiment, il y a des situations où les gens ils se sont dit Moutakala, et puis c'est rien. Oui, il y a c'est Dieu qui donne, et aussi dans le temps, il fallait plus d'enfants pour aider. Les caméras et les schémas, mais c'est vraiment ça. Mais en tout cas, encore une fois, l'élevage ne nécessite pas trop d'énergie. Quelqu'un peut faire 21 enfants. Si c'est pour les élever, il va les élever facilement. Parce que élever là, c'est quoi? Donner à manger, donner un toit, et puis c'est tout. Mais éduquer, c'est transmettre quelque chose. C'est amener la personne à un niveau de conscience, c'est l'initier. Donc initier là, ça demande beaucoup d'énergie. Donc effectivement, y en a que ils comprennent ça tard. Ils comprennent ça tard. Après moi personnellement, on n'est pas là pour gérer les problèmes de démographie ni de taux de natalité exponentiel. Je pense que nous devons nous concentrer sur je supporte système. Peut-être on est des moutons, mais Nuance de Grey, elle est venue pour en découdre en fait. Attendez. Mais oui, mais parce que moi, j'ai fini par comprendre que élever et éduquer, c'était pas la même chose. Pour eux, on était des moutons. Oh, j'en peux plus. En fait, moi, je pense que à un moment donné, il faut accepter. Non, mais non, mais c'est vrai.
La vérité, comme il y a des gens qui sont là, ils savent pas qu'ils sont des enfants de... Je ne sors pas du territoire. C'est chaud. C'est chaud. Bon, c'est pas facile, hein. L'élevage, c'est pas difficile. Mais bien sûr, c'est pas difficile. Mais en fait, ce que je dis, c'est vrai, hein. Ce que je dis, vous-même, vous savez que c'est vrai. C'est pas facile. Ça s'appelle de l'élevage. Après, sous couvert, le mot, ouais, c'est une équipe de foot. Non, hein, ça, c'est l'élevage. C'est l'élevage. En plus, moi, quand je regarde les familles comme ça, là, chez les ch'tis, mais c'est trop marrant. Parce que si je dis les Maliens, tous les Maliens, ils vont me menacer. Donc, on peut aller regarder dans le nord de la France. Ils font ça. C'est marrant. En fait, tu te dis, mais ils ont pété les plombs. Et je vous assure, j'ai une amie que j'ai fait car élever ses enfants et moi, j'ai dû trop de mauvaises influences. Depuis ces moutaks, ça finit pas, ils sont beaucoup comme ça. Je vous dis, dans le nord de la France, on trouve vraiment beaucoup de ce genre de situation. Mais bon, chacun fait comme il veut, hein, j'ai envie de vous dire. Mais quand tu vois le prix de certaines écoles, certaines conditions, en fonction de ce qu'on aime, hein, c'est propre à chacun. Mais éduquer à l'heure actuelle, c'est décevant. Dans le nord, ils sont entre cousins, donc bon. Et pardon, je ne veux pas aborder ce sujet. Il y a beaucoup de zones où les gens sont entre cousins. Hein. Donc voilà. En tout cas, moi, je trouve que c'est des sujets qui sont importants. Faut mettre des trucs en place. Vous avez des idées pour celles qui se demandent, ouais, quel business je peux créer? Créez-nous des business. Créez-nous des colonies de vacances, s'il vous plaît. Hein? On peut avoir des colonies de vacances, le BAFA, toutes ces choses-là. Créez-nous des colonies de vacances. C'est simple à mettre des trucs comme ça. Pour créer une micro-crèche, là, t'as même pas besoin d'être trop diplômé. Mettez-nous des trucs en place. Créez des associations sous couvert d'associations. Vous vous faites payer, vous devenez salarié de l'association. On a toutes les techniques du monde. Vous nous faites des gardes d'enfants pour le week-end, des gardes d'enfants de soirée, des trucs comme ça. Des choses qui ressemblent. Parce que moi, si Inaya, elle a une nourrice qui vient et qu'elle a la même taille qu'elle, qui commence à crier sur elle, et puis la nourrice est un peu trop frêle. Voilà. C'est pas facile, hein. Elle peut user de cette intelligence qu'elle a pour détourner la nourrice. Princesse, je ressens que je dois quitter le foyer toxique, mais financièrement, c'est pas possible. Que faire? Trouve-toi financièrement. La base de toute chose, c'est l'argent. Trouve une solution financière. Il est temps de se concentrer sur soi et de grandir, de devenir autonome. Moi, je pense que quand votre vie n'est pas en danger, Ah, mince, j'ai coupé. Il y a des gens qui veulent monter avant que j'aille dormir, s'il vous plaît. Je pense qu'il y a des personnes que quand votre vie n'est pas en danger, je ne sais pas pourquoi vous êtes pressé de quitter le foyer. Tu es toxique. Je me concentre sur moi. J'apprends le détachement. Voilà, si c'est pas toi qui payes le loyer, tu te concentres, tu vas mettre ton argent de côté et puis tu vas sortir quand tu ressentiras qu'il faut sortir. Vous voulez mettre les bœufs avant les charrues ou la charrue avant les bœufs, je sais pas comment on dit ça. Mais moi, je pense que c'est pas ce qu'il y a de mieux à faire. Tu as supporté quelqu'un pendant 10 ans, tu vas te précipiter, pourquoi? Ça ne sert à rien. Il faut un plan. Il faut un plan. Merci, nuance de gris. Il faut un plan. Donc le plan, déjà, ça commence par se recentrer sur soi. Parce que souvent, vous êtes dans des relations, c'est pas qu'ils sont toxiques, hein. C'est que vous-même, vous êtes toxique pour vous. Et ça se reflète dans la relation. Vous savez? Donc tant que tu n'as pas appris à revenir à toi-même, tu sais pas encore à quel niveau la relation elle est toxique. Il y a beaucoup de femmes qui sont extrêmement manipulatrices. Il y a aussi beaucoup d'hommes qui le sont. Je veux dire, tant que tu n'es pas revenu à toi, que tu n'as pas fait le travail de guérison nécessaire, tu ne peux pas savoir
si c'est la relation qui est toxique, si c'est toi qui es toxique, si c'est l'autre qui est toxique, tu peux pas savoir. Parce que très souvent, on a tendance à pointer du doigt les autres sans se rendre compte que nous sommes la chose qui a attiré ça. Donc moi, par expérience, j'ai compris qu'il faut beaucoup travailler sur soi, beaucoup s'améliorer, apprendre le détachement. Et puis, déjà, il y a beaucoup de choses qui changent. Parce que tu as des femmes qui ne se respectent pas. Ça veut dire que tu ne te respectes pas. Tu n'as jamais pris l'initiative de mettre une quelconque limite. Et puis après, tu te retrouves face à une personne qui elle-même ne te respecte pas. Elle n'a fait que respecter le guide, le mode d'emploi avec ton énergie, avec ton aura. Donc c'est pour ça que je vous dis, ne soyez pas toujours pressés à quitter vos ménages. Hein. C'est pas toujours le ménage qui est le problème, c'est votre rapport à vous-même qui est le problème. Donc c'est avec ma mère, je fais tous les efforts et jamais de reconnaissance. C'est là le problème. C'est la recherche de reconnaissance, ma chère. Tu fais tous les efforts et tu n'as pas de reconnaissance. Il ne faut pas faire les bêtises qu'on a fait durant toute notre vie à vouloir prouver qu'on était les enfants qui méritaient de la considération. Tu fais tous les efforts. Mais ne fais plus d'efforts. C'est tout. Ne fais plus d'efforts. Oui, on peut le demander news. Et en même temps, vous recevrez aussi des conseils pour réguler tout ça. Oui, on fait plus d'efforts. Après, c'est des mécanismes. Encore une fois, comme je te dis, il faut travailler sur soi. Parce que si le rapport avec la mère, en fait, a été biaisé, ça veut dire que là, il faut travailler sur toi-même. Il faut prendre le temps de te reconstruire mentalement, émotionnellement. La première des choses que tu vas devoir apprendre comme leçon, c'est le détachement. Tu peux vivre avec ton sorcier, hein, si tu apprends à te détacher. Tu peux vraiment vivre avec un sorcier si tu apprends à être complètement détaché, à marquer des limites vibratoires très fortes. Et naturellement, en augmentant ta vibration, ton énergie, tu seras amené à sortir de cet endroit. Naturellement. Donc, c'est pas tant l'autre qui est le problème, c'est soi-même. Si tu te trouves dans un endroit qui ne te convient pas, remplis cet endroit jusqu'à ce que l'endroit te demande de partir. C'est la clé. C'est la clé. Tu es dans là, par exemple, les gens qui veulent déménager. Tu es là où tu te trouves. Ta maison est négligée. Tout, ça l'est négligé. Tu vas jamais déménager, hein? Ou si tu déménages, là, tu iras toujours dans un endroit qui est similaire vibratoirement à là où tu te trouves. Là où tu te trouves, fais-en le meilleur des endroits. Améliore ce que tu peux améliorer jusqu'au stade où tu ne puisses plus l'améliorer parce que ça ne dépend plus de toi. Donc si tu vis dans ta petite chambre d'enfant, améliore cet endroit pour que quand tu rentres dans cette pièce, tout à l'intérieur te renvoie à une bonne énergie. Le lieu ne pourra plus te contenir. Si tu es dans un appartement et que tu sens que cet appartement ne te convient plus, améliore-le. Ne te dis pas, ouais, je fais rien dans cette maison parce que je dois partir en fait. Non. Améliore cet endroit. Honore cet endroit pour ce qu'il est en train de t'apporter. Meuble. Fais tout ce que tu fais. Fais tout ce que tu peux. Sens-toi, c'est-à-dire que fais en sorte de te sentir vivante dans cet endroit. Parce que si tu te sens pas vivante à cet endroit et que tu penses que c'est quand tu vas partir que tu vas te sentir vivante, tu te trompes. Les gens, ils aiment bien vous dire de faire n'importe quoi. Voilà, ils aiment bien vous dire de faire n'importe quoi. Améliorez la chose dans laquelle vous vous trouvez. Gratifiez. Moi, je trouve que la gratitude, c'est la chose la plus puissante que vous puissiez faire. Tu fais ta gratitude. Je remercie ce lieu pour l'accueil qu'il me donne. Je remercie cet endroit dans lequel je me sens bien. J'appelle quelque chose de plus grand et de meilleur pour moi. Tu fais ton tri. Tu jettes tous les encombrants. Il y a des gens, ils aiment bien avoir des choses qui sont encombrantes dans leur vie. Vous avez des trucs qui datent de l'an 1910, qui ne vous servent à rien, mais vous les gardez dans votre maison. Commencez par jeter les encombrants. Tu veux déménager, mais tu as des charges lourdes qui te retiennent dans l'endroit où tu te trouves. Non. Jette les encombrants.
Jette-moi tous les trucs cassés, les vêtements troués, toutes ces choses-là. Commence déjà à faire le vide pour laisser de la place rentrer. Ensuite, dans cet environnement, si tu vois que le mur est sale, peins le mur. Tu comprends? Il faut pas, en fait, il faut pas avoir peur de faire en sorte que vous vous sentiez bien là où vous vous trouvez. Honorez votre corps. Honorez votre corps. C'est tellement important. Tu dors dans un environnement qui est lugubre. Ça ne te plaît pas. Bon, tu peux pas changer la qualité de l'immeuble, mais tu peux au moins changer la qualité de chez toi. Tu peux au moins changer la qualité de chez toi. Tu arrives, tu constates que, je sais pas moi, c'est ça, c'est vraiment de ça qu'il s'agit, Tata Colette. Change la qualité de chez toi. T'es là, t'as des rideaux violets dans un environnement vert. Bon, vous avez compris ce que j'essaye de dire. Change les rideaux. Mets des choses qui te font plaisir. Princesse, et si on fait tout ça et qu'on ressent toujours de la lourdeur, faut prendre une séance avec quelqu'un qui va venir nettoyer ta maison. Ça veut dire que tes murs, ils sont chargés. Et puis, il faut prendre l'habitude de purifier là où on dort. Ce que je veux faire comprendre dans ce que je dis, c'est que vous devez... C'est ça, votre environnement doit être à la pointe de là où vous... C'est-à-dire que vous devez vous sentir bien. Bien comme il se doit. C'est comme là, moi par exemple, je suis en train de meubler la maison, je prends tout mon temps. Parce que j'ai pas envie de faire les choses juste parce qu'il faut les faire. Je prends le premier canapé. Non, je choisis, je prends mon temps. Je célèbre parce qu'en fait, chaque chose doit être un reflet, une symbolique pour moi. Quand je rentre dans mon temple. Vous voyez, quand je rentre dans ma chambre, là j'ai mis les rideaux, j'ai mis la télé, j'ai mis ceci. Laissez tomber la chambre, même on dirait que c'est le salon. C'est ce qui m'emportait. C'est-à-dire que quand je me couche, actuellement là, les rêves que je fais, moi qui dormais vers les coups de 3 heures du matin tout le temps là c'est parce que je suis en live. Hein. Actuellement là, dès que je me couche, je trouve le sommeil. Je trouve le sommeil sans tarder. Je trouve le sommeil sans tarder, je me sens bien. Parce que finalement, tout ce qui est autour là, ça m'honore. Rien n'a été fait, rien n'est un choix de dépit jusqu'au centre. Acheter des cintres en velours. Rien n'est un choix de dépit. Et le truc, c'est que nous, les Renois, il faut qu'on se dise la vérité, on n'en a rien à foutre de l'environnement. S'il y a bien une chose que moi, personnellement, ma mère elle m'a transmis, c'est l'art de vivre à la maison. On peut dire ce qu'on veut, mais c'est quelque chose que j'ai observé chez elle. Là où elle dort, elle a un problème avec les encombrants parce qu'elle aime bien prendre des box et garder des choses qui datent de 1910. Mais j'ai toujours vu une daronne qui privilégiait sa chambre. Elle va aller mettre tous les meubles qu'il faut dans sa chambre, tous les meubles qu'il faut dans ta chambre. En tout cas, moi, j'ai toujours eu une chambre avec ma mère. Quand on est sorti des hôtels, tout ça, j'ai toujours eu une chambre. Donc, c'est ce que je connais. Je connais qu'il faut vivre. Elle me mettait les papiers peints roses, les trucs comme ça, parce que c'était la couleur que j'ai toujours préférée. Mais votre espace, il doit vous honorer. En fait, il doit être représentatif de vous. C'est la seule chose que vous pouvez maîtriser, c'est chez vous. C'est la seule chose que vous pouvez maîtriser. Ça veut dire que quand tu dois regarder dans chaque aspect, là, par exemple, il y a des trucs là que j'ai achetés à rue, comment on appelle ça? Rue du Faubourg du Temple. J'ai acheté des parfums de maison. Quand je parfume ça et je m'assois, là, vous voyez, j'ai mis mon canapé, mais j'ai pas encore continué le reste parce que, en gros, dans mon salon, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre, vous voyez, les rétroprojecteurs qu'on appuie, les trucs là, on appuie. Moi, je vais faire un cinéma dans le salon. Vous êtes pas au courant. Il n'y a encore rien devant, c'est-à-dire que même un tableau n'est pas devant le canapé, mais à cause de l'odeur qui se diffuse dans le salon. Je m'assois sur mon canapé, je regarde le mur blanc qui a été très bien peint et je me dis, je suis tellement contente de vivre ici. Donc, ça veut pas dire que je vais finir ma vie ici. Mais c'est pas parce que je vais pas finir ma vie ici que je vais pas bien me sentir le temps que j'y suis. Et ça, c'est un homme d'affaires qui m'avait dit ça il y a quelques années, un gars béninois comme ça qui me draguait à la mort. Et genre, je venais d'avoir mon appartement à Vitry, il m'a dit, ouais,
vas-y, si tu veux, je vais tout refaire dans ton appartement et tout. Et moi, j'étais en mode, mais pourquoi tu veux tout refaire? Déjà, j'aime pas. Tu veux tout refaire pour commencer à venir dormir chez moi, ouvrir le frigo pour dire que c'est moi qui ai payé le frigo. Non, j'étais un peu frustré. Et en dehors de ça, je lui avais dit, mais non, je vais pas rester longtemps ici, l'appartement ne me plaît pas, c'est juste le temps je vais mettre des trucs vite fait et c'est bon. Il m'a dit, ma petite, parce que genre, il était plus âgé que moi, il m'a dit, ma petite, tu te trompes. Si tu fais ça, tu auras toujours des problèmes d'argent dans ta vie. J'ai dit, mais pourquoi? Ça a quoi à voir? J'avais 20 ans. Il m'a dit, là où tu dors, bonsoir Rox. Il a dit, ton corps, c'est la chose la plus importante. C'est ce qui te permet de tout avoir. Tu vois, tout cet argent que tu veux, toutes ces choses, ces projets, cette voiture que tu veux conduire, c'est ton corps qui te permet de la conduire. Cette nourriture que tu veux manger, c'est ton corps qui permet que tu puisses la manger. Donc, s'il te plaît, tu vois, quand tu es quelque part, il a dit, moi, même quand je suis en location, il a dit, j'ai des appartements qui ont été achetés et tout. Mais quand je rentre dans un appartement en location, je retape tout. Je n'en ai rien à faire. Je change. Il a dit, même la cuisine, je refais. Je dis, oui, mais après, ça reste au propriétaire. Après, il dit, mais tu t'en fous. La question, c'est pas si ça reste au propriétaire ou pas. Il a dit, tu dois faire ça pour te sentir bien. Et comme tu vas te sentir bien, tu auras toujours des bonnes idées. Et tu verras que tu gagneras plus à faire ça. Mais il avait raison. Il avait raison. Et c'est ce qui fait que moi, personnellement, j'ai pas d'attache. Quand je rentre dans un endroit, je le meuble comme il faut. Et si je pars, je laisse les meubles à la prochaine personne, je m'en fous, en fait. Parce que je me dis tout simplement que c'est rien. Tu l'as fait pour ton corps à ce moment précis. Ça revient toujours, c'est exactement ça. Ça revient toujours. Qu'est-ce que j'ai pas laissé, que ça soit dans les instituts, quel meuble je n'ai pas laissé dans ma vie? Ne soyez pas pressés, ça c'est vrai, mais faites les choses en conscience. Tu prends un tableau, il faut pas te dire que non, c'est ça qui est sur Internet. Non, tu prends un tableau parce que quand tu regardes ce tableau, il t'inspire quelque chose. Tu le mets. Tu prends ces draps parce que quand tu as regardé ces draps, ça t'a inspiré quelque chose, tu le mets. Et si tu n'as pas l'argent pour faire tout de suite quelque chose, ne le fais pas. Sois à l'aise avec ce qui est déjà là, en fait. Moi, l'autre jour, on m'a insulté ici que, oh, elle n'a rien dans le salon. Moi, quoi dedans? Est-ce que c'était mon problème? La première des choses, comme j'ai dit, qui était importante pour moi, c'était mon lit. Parce que c'est là où mon âme, elle sort et elle revient. Même ma fille, elle n'avait pas de lit. J'ai acheté mon lit en premier. Et le lit, excusez-moi, mais il a coûté une blinde. J'ai acheté mon lit en premier. C'est-à-dire que quand je me couche, j'écarte mes jambes comme ça. En plus, c'est les lits XXXXL. Donc, j'écarte vraiment mes jambes. Oh my God. Quelle grâce. Quelle grâce. J'aime trop le luxe. En plus, le lit, c'est un lit bubble. Donc, ça veut dire qu'il y a un genre de mousse mouton façon. Quelle grâce! Je dors, je dois, c'est en Versace. Mais quelle grâce! Mais en fait, je vous dis, mais vous ne pouvez pas imaginer. Quelle grâce! Là, c'est parce que j'ai même appris quelque chose de nouveau. À la base, je devais mettre du satin partout. Après, au Faubourg du Temple, ils m'ont dit non, madame, pas satin en été, coton. J'ai dit, mais comment pas satin en été? Il dit non, satin, c'est pour l'hiver. C'est pour ça que j'ai drap en coton là actuellement. Hein. Sinon, à la base, j'étais parti pour du satin. Un satin doré. Parce que quand je sors du lit, vous pouvez même pas imaginer. Là maintenant, vous voyez la télé. Elle me regarde, je regarde la télé. Je me lève le matin, je me regarde, je me dis que mais même la télé a été sélectionnée avec goût. J'ai mis petit meuble, tout ça. En fait, tout ça pour vous dire que moi-même, c'est mon kiff, en fait. Genre, quand je me lève le matin, je suis contente. Donc, je commence ma journée dans un état de paix et de sérénité. La première chose que je vois quand je me lève, c'est la joie. C'est la joie. Et c'est ça que je vais vous faire comprendre. Quand tu te lèves, tu t'en vas dans ton salon, mais que ton salon ressemble au même à quelque chose qui t'intéresse, vous êtes là avec des canapés de l'an 1910. Le canapé ne t'intéresse plus. Tu n'as même pas envie de t'asseoir. Quand tu regardes le canapé te regarde. Le canapé te dit, jette-moi. Toi, tu ne veux pas jeter le canapé. Mais s'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît.
Métaphoriquement, on n'attend pas le jour de fête pour bien se nourrir, c'est au jour le jour. Mais c'est ça. Princesse fait des podcasts, il faut. Tu recommandes quoi comme magasin pour la déco et les parfums d'intérieur que tu as évoqués? Moi, j'ai pas de magasin. Par exemple, là, mon canapé, je l'ai acheté sur le Bon Coin. Tu sais pourquoi? Je voulais un canapé en velours. Et le problème, c'est que tous les canapés que je trouvais, ils venaient dans 6 semaines. Du style que je voulais. Et je suis allé sur le Bon Coin. En plus, je vous dis, hein, j'ai engagé l'univers dans mes choix. J'ai dit, cher univers, s'il te plaît, un canapé rapide. Vous savez quoi, le canapé, il avait une valeur de, je sais plus si c'est 600 ou je sais pas combien d'euros. Et je l'ai eu à 200 balles. J'ai pris mon canapé en velours, je l'ai posé là. Là, maintenant, je cherche un certain type de siège. Donc, moi, j'ai pas de magasin. Je me laisse inspirer. Je suis toujours en train de regarder. Et quand je vois que quelque chose me plaît, c'est là que je le prends. Donc, ne cherchez pas à vous dire, ouais, il faut que ça soit forcément là-bas. Par exemple, moi, la télé que j'ai dans ma chambre, pareil. J'ai dit, il faut que je trouve une télé aujourd'hui à 150 euros. Je dors pas sans télé dans ma chambre. Pour moi, j'ai aucun problème avec le fait d'acheter une télé en occasion. Je vous dis la vérité, je trouve ça... Je m'en tape, en fait. Si la télé, elle est bien. Je suis tombé sur un couple qui déménage au Panama. Et en fait, ils venaient d'acheter des meubles, en fait. Ils venaient d'acheter des meubles. C'est pas tout que j'achète en occasion. L'électronique, ça me dérange pas. L'électronique, ça me dérange pas. Et ça dépend. Je vais pas aller acheter des trucs en bois ou certaines choses, des trucs vieux, je les achète pas. Là, en l'occurrence, par exemple, le canapé, le mec, en fait, il l'a reçu et il trouvait que c'était trop petit et il l'a remis en vente. Ça veut dire le truc, il est tout neuf. Bah, pour moi, ça, c'est une aubaine, c'est une opportunité. En fait, je regarde pas à ça. Je regarde au feeling. Je vois, ça me plaît, j'achète. Je cherche pas à savoir si c'est haut, c'est monté ou autre chose. Et ça, en l'occurrence, comme je t'ai dit, bah, mon canapé, je suis tombé sur un truc où le mec, c'est une commande qui ne l'a pas plu. Il a même pas eu le temps de l'utiliser. Il l'a reçu là, en début de mois. Et il l'a remis en vente directement. J'ai acheté. Tant mieux pour moi. Dans mon 250 euros là, j'ai eu un bon canapé confortable. Donc moi, je m'en fous en fait du prix, de la marque, de ceci. C'est pas ça. C'est ma DA en fait. J'ai une direction artistique dans ce que je fais. Donc c'est la DA et ça doit s'accorder ou autre chose. Donc il y a vente unique. Il y a plein de trucs en fait. Il y a plein de trucs. Genre là, j'ai acheté un vase. Vous voyez, demain, je dois acheter des fleurs. Mais ce vase, je l'ai trouvé à Action. J'ai trouvé que c'était beau. J'ai acheté. Parce que ça me correspondait, en fait. Donc, je suis pas pressé. Qui a marqué un but? Je sais pas. Je sais même pas comment on fait ça, ce genre de son. Donc, en gros, moi, mon objectif derrière ce que je vous dis, c'est de comprendre que quand vous vous réveillez, l'atmosphère, en fait, le vase. Vous avez vu? Il est mignon. C'est pour ma table. J'ai une table ronde, blanche, parce que mon salon, il n'est pas trop grand. Donc, ça veut dire que je peux pas trop le charger. Donc, du coup, j'ai une table ronde, les sièges. Attendez. Je vous montre les sièges. Vous voyez les sièges là? J'ai des sièges comme ça. Voilà. Et mon petit canapé. Donc là, comme je vais faire un truc cosy, je vais mettre un gros tapis parce que j'ai envie de faire un truc cinéma. Il va être en immersion. Mais c'est vraiment ça. Mais en gros, voilà. Ce que je voulais vous faire comprendre, c'est que la chose que vous voyez le plus tous les jours de votre vie, c'est chez vous. Faites en sorte de vous sentir bien dans votre environnement. Faites en sorte que votre maison, elle vous plaise tellement que vous avez même pas envie de sortir. Moi, je suis extrêmement casanière. Même là, je vous dis, depuis que j'ai le local, je ne suis pas encore allé installer le local. C'est pas normal. En fait, je me demande même si j'ai vraiment besoin de faire ça. Tellement je sais pas, je me sens trop bien chez moi. Donc, c'est tellement important. Et je me dis que vous faites tout chez vous. C'est la seule chose que vous pouvez vraiment maîtriser et contrôler. Vous pouvez pas maîtriser l'extérieur. Ouais, t'aimes le noir? Ouais, moi, j'aime bien. En fait, ma cuisine, elle est rouge. Donc, je pouvais pas me permettre de mettre des couleurs qui ne s'associent pas au rouge. Ça veut dire que tu peux avoir une cuisine, elle est raide. Elle est raide, vraiment. C'est rouge. J'ai une cuisine américaine avec un bar, tout ça et tout.
C'est raide. Donc du coup, le noir et le blanc, ça permettait en fait d'harmoniser le tout et que ça fasse pas trop de trop en fait, que la cuisine elle prenne pas le dessus sur les autres trucs. Certaines me trouvent chelou car quand on m'invite, il faut du temps avant que je bouge chez eux. Mais oui, moi aussi. Hein. Est-ce que c'est mal d'être casanière? Je suis aussi non. Chacun est comme il est. Moi, je trouve que, en tout cas, moi, ça me fait du bien. Je ressens pas vraiment le besoin d'être dehors. Je trouve des trucs. Je dessine hein, chez moi. Genre, je kiffe. Donc voilà, faites de votre environnement un havre de paix. Vous avez le droit de choisir tous les symboles que vous voulez. Choisissez les tableaux en conscience. En fait, choisissez tout en conscience pour que chaque fois que vous voyez quelque chose, vous l'appréciez. Comme là, mon vase. Genre, j'aime trop. Il n'y a pas de fleurs. Je vais aller dormir, je vais aller profiter de mon lit. Je vais regarder Charmed. Excusez-moi. J'ai commencé à regarder Charmed aujourd'hui à nouveau. C'est incroyable. Tu vas offrir des fleurs à ta fille? Oui, hein, si elle en veut. Mais elle n'est pas trop fleur. Hein. Le club de lecture princesse, oui. On va commencer la semaine prochaine, s'il vous plaît. Là, j'ai besoin de me détendre. Je me sens... Moi, je peux pas regarder. Pourquoi? Pourquoi, Enachan? Vous avez vu la cœur? Ouais, non, franchement, paix à son âme. Colle, vraiment. Non, mais je vous jure, c'est trop intéressant. Et vous avez vu, si vous regardez au début, Charmed, on retrouve tellement de principes spirituels. Princesse, il faudra regarder ton télégramme. Oui, je vais aller regarder le télégramme. Désolé. Oh. Colplou, je suis trop sensible. Yeah! Et Nato aussi, hein. Même moi, j'ai commencé. L'accueil. Vous savez, j'ai dit, je vais m'inscrire à la salle, non. J'ai une salle à côté de chez moi. Laisse tomber. Donc, quand tu regardes même la salle, là, ça te donne envie d'aller faire du sport. Donc, je vous ai déjà dit, mettez-vous à la marche rapide. Donc, bonne nuit, Tata Colette. Mettez-vous à la marche rapide. Quand j'ai mon casque ici que j'ai sorti, je me prépare. Je marche. Ensuite, je rentre dans le hammam. Et puis, le sauna. Cette salle de sport, elle est très gang. La semaine dernière, j'ai osé demander ce que je voulais. Un homme m'a fait le cadeau que je voulais. It's very good, girl. Voilà. Des petits conseils comme ça. Est-ce que c'est mauvais? C'est quand le prochain live? Demain. Parce que je sens que beaucoup de gens ressentent l'envie de porter mon projet au sommet. De porter mes ambitions et de m'accorder la valeur que je mérite. Donc, demain. Je m'assois pour savoir à combien je vais vendre les prochaines prestations. Oui, un doux sommeil et fructueux réveil dans ma demeure. Bonne nuit, bisous.